Télévision, les dames et messieurs, Bisika Bozali, Batuebele Liboso à Télémoko, Turubi Matondo Mingi, toi ça qui dit là, quoi, fidélité, Oyo Bokabele Biso, Mukolomoalelo. La guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui justifie la présence des militaires rwandais sur les sols congolais? La réponse de Paul Kagame, on parviendra à en parler ici avec Christophe Mouissa sur cette question qui perturbe encore plus d'un Congolais, sur savoir comment les rebelles du 23 persistent sur les sols congolais. Quelle est la position aujourd'hui du gouvernement congolais face à cette guerre? Pour vous, je reçois Christophe Mouissa. Bonjour et bienvenue sur la télévision panafricaine. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. J'ai salué l'ensemble de tous les téléspectateurs qui sont de partout à travers le monde. Je vous remercie pour cette invitation. Comment vous allez, Christophe? Nous tenons très bon par rapport à la santé, mais nous restons quand même inquiets par rapport à la situation sécuritaire, l'évolution de la situation politique dans notre pays, et voilà bien d'autres questions que nous pourrions décortiquer tout au long de cette émission. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore réalisé, partagez la vidéo pour qu'un Congolais encore soit informé au travers cette lien ou ces liens que vous l'aurez partagé. Christophe Mouissa, on parle de la présence des militaires rwandais sur les sols congolais et aujourd'hui Kagame vient de l'admettre. Monsieur Christophe Mouissa, au-delà de dire qu'il y a des terres au Congo qui appartiennent au Rwanda, au-delà de dire qu'il y a une menace que le Congo aujourd'hui garde contre la République du Rwanda, Paul Kagame, dans son discours devant le Parlement, a fait savoir que c'est aux autorités congolaises de se demander le pourquoi de la présence des RDF sur les sols congolais. Cette allocution, ce discours de Paul Kagame, je crois que vous l'aviez suivi religieusement. Quelle est votre analyse quant à cela? Merci beaucoup pour cette question. Nous sommes à la fois pour les questions diplomatiques au niveau régional, mais aussi au niveau international, mais également au niveau des conflits dans la sous-région qui datent aujourd'hui à peu près 30 ans. Mais je dois vous préciser que cette question a des réponses appropriées. Malheureusement, les autorités font semblant, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional ou même au niveau international. Pourquoi je l'ai dit? Parce que Kagame, après avoir bénéficié d'une certaine notoriété ou d'un certain traitement par rapport à ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, la question du génocide, le Rwanda a bénéficié d'une certaine image de victimisation, une image de pouvoir attirer l'opinion vers sa situation de vulnérabilité, parce que le génocide qui a ravagé plus de 500 000 personnes qui ont été tuées au Rwanda de part et d'autre, et au vu de cette situation, il fallait bénéficier de ce qu'on appelle la solidarité internationale. Et le Rwanda, effectivement, qui a si bénéficié et bien joué de ces traitements au niveau international, il a réussi non seulement à s'organiser, mais aussi à renforcer son influence dans la sous-région par rapport au comportement ou à l'importance qu'ils ont accordé à ces traitements-là suite à cette situation macabre du génocide. Malheureusement, ils l'ont fait mal parce qu'ils continuent à attiser les faits, ils continuent à vouloir manipuler l'opinion. Et heureusement pour la nouvelle génération congolaise aujourd'hui, nous avons réussi à détecter cet aspect de manipulation et nous nous sommes rangés en ordre de bataille, contrairement à nos pères ou à nos grands-parents qui effectivement prenaient cette situation comme une situation taboue, une situation sensible à laquelle qui ne pouvaient bénéficier d'aucun débat public comme nous sommes en train de le faire maintenant là sur les médias. Alors pour revenir autour de cette question de la présence des troupes rwandaises ici, moi je pense que nos autorités, même sur le plan diplomatique, devraient avoir également un autre discours, un autre langage. C'est-à-dire aujourd'hui le Rwanda ou Kagame est en train de nous amener dans son propre jeu. Et vous verrez que même lorsque nous sommes en train de faire des tours dans les salons diplomatiques, c'est beaucoup plus la question du Rwanda qui est mise sur la table par rapport à la question des M23. Et ça, sur le plan diplomatique, moi je pense que ce sont des avancées du côté du Rwanda. La question du Rwanda, pardon, vous faites allusion aux FDLR? Aux FDLR, bien sûr, parce que moi je me dis aujourd'hui, les FDLR, soi-disant, ne constituent plus une menace pour le Rwanda. Elles constituent par contre des véritables menaces pour le peuple congolais. Donc s'il y avait à se plaindre, c'est le Congo qui devait beaucoup plus se plaindre, parce que les drames qui s'est passé au Rwanda, les Congolais n'y étaient pour rien. Mais aujourd'hui, nous payons les plus lourds prix, et encore on continue à nous poursuivre.
nous poursuivre, c'est-à-dire, comme je le disais, sur le plan international ou sur le plan diplomatique, les pays qui a accueilli avec toute son hospitalité, les réfugiés, armés, non armés, enfants, vieillards, la majorité Hutu et de Tutsi dedans, parce que tout le monde fuyait ces atrocités au niveau du Rwanda, nous qui les avons accueillis, c'est nous encore qu'on prend pour des bourreaux, en fait de réorganiser ces mêmes rebelles qui ont pris refuge chez nous, en fait d'attaquer ou de les faire retourner chez eux. Ça n'a pas de logique, premièrement. Deuxièmement, c'est que lorsque les Congolais, les institutions congolaises, qui malheureusement nous avons des autorités qui semblent être naïves aujourd'hui, bien que je ne défends pas le Rwanda, mais je parle en termes de stratégie et de l'historique vis-à-vis des événements, le Rwanda qui aujourd'hui ne cache plus sa présence au Congo. Parfois, ce sont des motifs qui sont justifiés en disant nous sommes là pour protéger les communautés minoritaires marginalisées, c'est-à-dire les Banyamulenge et les Tutsi, qui vivent au Congo. De l'autre côté, ils vous disent nous sommes là pour préserver la menace contre les FDLR. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, ils acceptent quand même qu'il y a l'agression. Que nous envahissons ces pays-là pour protéger X, Y, mais également pour nous défendre contre l'envahissement des FDLR qui se réorganisent pour revenir chez eux, au Rwanda. Parce que dans tous les cas, ils sont en droit de se battre pour revenir chez eux. Mais si cela serait le cas pour la sous-région, qu'effectivement les FDLR existent, est-ce que cela donne le droit au Rwanda d'envahir le Congo? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mécanismes internationaux qui pourraient être définis au niveau de la sous-région et même au niveau international pour demander au Rwanda? Est-ce que vous connaissez comment identifier les camps de ces gens-là? Est-ce que vous avez des preuves tangibles qui vous prouvent à suffisance que ces gens-là sont casés telle part, ils ont de tels effectifs, ils ont de tels armements, ils ont une telle logistique? Leur objectif, c'est revenir au Rwanda. Quel serait leur objectif? Est-ce que c'est de rentrer au Rwanda en conquérant ou c'est de rentrer au Rwanda dans un processus de règlement pacifique des conflits, en fait qu'ils soient intégrés dans leur communauté? Parce que dans tous les cas, ce sont des Rwandais. Est-ce que ces questions-là sont mises sur la table? Et si ces questions sont mises sur la table, quels sont les mécanismes de règlement? Est-ce que cela donne le droit au Rwanda d'envahir le Congo militairement, en fait de se protéger contre la menace des FDLR, en fait de venir protéger les communautés minoritaires? Est-ce que c'est... Pardon, je ne prends pas la parole, il y a juste une question qui me revient le temps que vous êtes en train d'intervenir. Est-ce que les FDLR aujourd'hui représentent une menace pour Paul Kagame? Non, ils n'ont jamais représenté une menace depuis qu'ils ont fui en 1994. Ils se sont éparpillés un peu partout. D'ailleurs, lorsque vous suivez certains films comme Africa Morceau, lorsque vous suivez des films comme L'Empire du Silence, récemment publié par Thierry Michel, ces gens-là sont partis jusqu'en Équateur, voire même traverser les fleuves, aller vers le Congo-Brazza. C'est-à-dire ils se sont éparpillés un peu partout, impuissants physiquement, affaiblis psychologiquement et traumatisés. Vous voyez, au-delà de ça, les Congo, moi je l'ai toujours eu à le dire dans plusieurs séminaires et même dans plusieurs conférences, même dans vos émissions ici. Heureusement, j'ai suivi les ministres de la coopération ou du commerce extérieur les répéter aussi, en disant que le Rwanda avait eu une mainmise à travers les RCD dans notre pays ici pendant 5 ans. C'est-à-dire de 1998 jusqu'en 2003. 5 ans d'Iran, ils ont contrôlé le Nord Kivu, le Sud Kivu et une grande partie de la province du Maniema. Où, prétendument, c'est là où est casé les FDLR. Ils avaient toute une armée organisée ici, ils avaient des institutions ici, et ils géraient cette partie comme une républicaine, à part du Congo, qui était sous la gestion de Kigali. Mais dites-nous, pourquoi le Rwanda n'avait pas eu toute la possibilité nécessaire de neutraliser tous les groupes FDLR qui étaient dans cette zone-là? Pourquoi? Alors qu'ils avaient le monopole sur toute cette région. Deuxième hypothèse, ou deuxième justification effectivement qui prouve à suffisance que les FDLR n'existait pas. En 2009, lorsqu'il y a eu signature d'un accord après la conférence de Goma de 2008, la République démocratique du Congo, à travers la présidence, ils ont donné les feux verts, ici d'ailleurs à Goma, au niveau du boulevard Kanyamuhanga, là où on appelle la tribune de l'ONC. Les troupes rwandaises sont entrées ici
avec l'autorisation du gouvernement congolais, pour venir traquer les FDLR. Qu'on se dise des vérités. Combien de camps de FDLR ils avaient identifiés? Combien de combattants ils avaient neutralisés? Combien de combattants ils avaient rapatriés au Rwanda pour jugement et consort parce qu'il s'agit de leur affaire interne? Ça ne veut pas passer. Donc aujourd'hui, ce que les Rwandais présentent au niveau de la communauté internationale, ce sont des faux fuyants. Et malheureusement, nos autorités ne parviennent pas, on ne sait pas si c'est par naïveté, ou si c'est par hypocrisie, ou c'est juste par une manière de pouvoir conserver leur pouvoir, ils ne veulent pas toucher des questions de fond pour les poser directement à M. Kagame. Et lui dire, M. Kagame, qu'est-ce que vous voulez réellement? Voici autant d'expériences que nous avons avec vous depuis 1998. En 2009, nous vous avons ouvert les frontières pour venir traquer l'FDLR et vous ne les avez pas eu. Voilà, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Gay l'Afrique Télévision. Notre invité du jour, c'est Christophe Mouissa. Il est 14h passé de 8 minutes dans notre studio de Gay l'Afrique Télévision. Vous êtes des milliers de Congolais qui nous suivez dans la diaspora. Vous êtes à Tikapa, vous êtes à Mweneditu, un peu partout en République démocratique du Congo. Vous ne vous êtes pas encore abonné, voulais-je dire. Abonnez-vous, partagez la vidéo. On parle ici de ces déclarations de Paul Kagame auxquelles nous allons lire avant de demander à la technique de nous balancer la vidéo. Qu'est-ce qu'il a dit lors de ses discours? Il a dit ceci. D'autre part, on me dit, enlevez vos militaires de la RDC. La question est la suivante. Si les RDF se trouvent en RDC, qu'est-ce qui les aurait amenés là? C'est la première question. Pourquoi pensez-vous qu'ils seraient présents dans ces pays voisins? La deuxième question. Quel en serait l'objectif? La troisième question. Si vous savez ce qui les aurait conduits là-bas et que vous êtes sûr de leur présence, alors résolvez ces problèmes. Et ensuite, venez demander au Rwanda de retirer ces militaires qu'il enleverait ou qu'il enverrait secrètement en RDC le soir, de manière à répartir à midi ou même pour y rester. Demandez au Rwanda pourquoi vos militaires sont en RDC alors que nous avons déjà résolu les problèmes. Paul Kagame, lors de la cérémonie de prestation de serment du Premier ministre et des nouveaux membres du Parlement. Il y a deux choses qui nous prennent ici au cœur, que nous voudrions bien que vous puissiez placer votre analyse. Il y a la première disant, si vous savez ce qui les aurait conduits là-bas et que vous êtes sûr de leur présence, demandez ou alors résolvez ces problèmes. Et ensuite, venez demander le soir au Rwanda de retirer ses militaires sur le sol congolais. Si vous savez pourquoi ils sont là, vous êtes sûr de leur présence, alors résolvez les problèmes et ensuite revenez demander au Rwanda de faire partir ses militaires et le soir, le Rwanda pourra le faire. Un Congolais est confié d'écouter ces messages. Qu'est-ce qu'il est censé comprendre par ces messages de Paul Kagame? Bon, il faut qu'on précise que Kagame n'a pas le monopole d'aller résoudre le problème des autres États qui ne font pas partie du Rwanda. Il n'en a pas le monopole. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, avec ce qui se passe au niveau de la sous-région, cette complicité de Kagame et de Museveni, c'est une complicité machiavélique qui tend à embraser les conflits dans la région des Grands Lacs. Ils l'ont fait dans les années qui se sont écoulées, et aujourd'hui, ils ne cachent plus leur velléité expansionniste de pouvoir effectivement aboutir à ce qu'on appelle la balkanisation de la RDC. Et lorsque vous voyez Kagame s'exprimer ouvertement comme ça, c'est qu'il est déjà à bout de ses stratégies. Parce qu'à l'époque, c'était difficile de voir Kagame parler, il ne faisait qu'agir. Il ne faisait que tuer, il ne faisait que massacrer. Mais aujourd'hui, quand même, avec cette montée de voix des Congolais à tous les niveaux, ça commence aussi à lui faire réfléchir des fois et à revenir quand même à la raison. Mais nos autorités congolaises doivent comprendre aujourd'hui que le monde ne comprend que les rapports de force. Nous avons déjà fait des tours dans le monde pour prouver comment est-ce que le Rwanda est en train de tuer. Il y a même un rapport très important qui prend de la poussière aujourd'hui dans les bureaux du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève, le rapport Mapping. Il y a plusieurs autres rapports qui ont été publiés récemment même par les Nations Unies prouvant à suffisance que le Rwanda a toujours été présent en RDC à travers ses troupes. Ici, il admet. Pour plusieurs raisons. Ici, il admet, mais de l'autre côté, à un certain moment, de résolver ces problèmes. Oui, mais ce n'est pas... Résolver un problème et si venir demander. Non, écoutons. Si les Congolais ont un problème sérieux chez eux, est-ce que cela pourrait être justifiable
que ce soit l'armée rwandaise, qui viennent en rescousse pour aider les Congolais à résoudre leurs problèmes afin de présenter au Rwanda les résultats. Non. C'est-à-dire ici, il n'y a aucune raison, diplomatiquement, militairement et même politiquement, de la présence de troupes rwandaises au Congo. À l'époque, il y refusait. Mais maintenant, après qu'aujourd'hui, tout le masque est déjà tombé vis-à-vis du Rwanda, vis-à-vis de Paul Kagame, il commence à l'admettre. Et comme nos autorités aussi, si le plan de la stratégie diplomatique ne savent pas comment clouer et étouffer Kagame, malheureusement, on les laisse passer, on les laisse parler, comme si nous n'avions pas de très bonnes cartouches qu'on peut exposer vis-à-vis du Rwanda, comme celle que je venais de vous évoquer ici. Nous avons déjà dit, au niveau de la communauté internationale, que Kagame nous agresse. Ils font semblant. Qu'il est en train de poursuivre les FDLR. Moi, je vais te démontrer ici que les FDLR n'existent pas. Donc, à ce jour, si le Congo était sérieux avec ses autorités, on ne devrait plus se pencher du côté diplomatique. On devrait avoir des solutions internes, on réforme notre armée, on la redynamise davantage et on entre en guerre officiellement contre le Rwanda. Parce que la présence d'une armée étrangère sur le sol, sur notre sol, c'est une déclaration directe de la guerre qui n'a pas besoin de réunir les deux chambres du Parlement ou quoi que ce soit. C'est-à-dire c'est une guerre directe dans laquelle nous nous retrouvons ici. Parce que nous ne sommes pas partenariat militaire avec le Rwanda pour leur demander de venir régler des problèmes quand nous avons des difficultés chez nous. Maintenant, qu'est-ce qui justifierait qu'ils soient ici? Nous pensons que nous devons nous battre. Et le monde, comme ils ne veulent pas nous comprendre, nous devons prendre nos responsabilités en main et nous battre contre les Rwandais directement afin d'imposer cette paix que nous recherchons tant. Afin d'imposer ou de restaurer l'autorité de l'État. Parce que Kagame aujourd'hui se prend les maîtres des maîtres au niveau de la sous-région pour imposer tout ce qu'il fait. Et comme il bénéficie, comme j'ai dit dans mon introduction, il bénéficie de ce traitement, d'avoir connu le génocide dans son pays. On s'est dit, il a le droit de faire tout ce qu'il est en train de faire. Et moi je pense qu'aujourd'hui, si on ne fiche pas une très bonne leçon à Kagame, en tout cas il continuera à faire ce qu'il est-ce que Kagame est intouchable, vu les statuts, vu tout ce qu'il a subi dans le passé? Est-ce qu'il reste aujourd'hui intouchable? Moi je dis que, au vu de la fragilité des conflits qui a secoué la RDC, il a réussi à infiltrer non seulement les services de sécurité, il a réussi aussi à manipuler les communautés autochtones au niveau du départ. Parce que pour lui, c'est vouloir exposer les communautés minoritaires à travers sa manipulation, comme nous le disons et comme nous continuerons toujours à le dire. Il instrumentalise les communautés locales pour ses intérêts privés et lorsque ces communautés se battent, lui il en profite. Nous connaissons ces jeux, comment est-ce qu'ils se font. Et malheureusement, est-ce que nos autorités, nos institutions se mettent en place pour utiliser toutes les stratégies de Kagame afin de faire un bloc? Et malheureusement, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, il n'aura même pas une réponse appropriée de la part du gouvernement, ni même de la part de notre président, pour faire ce qu'on appelle le principe de réciprocité. Donc Kagame n'est pas intouchable, Kagame n'est pas super puissant. Il suffit de s'organiser, parce que nous avons déjà vécu les différentes défaites du Rwanda. Bien qu'à un certain moment, il bénéficie de tout ce dont on est en train de lui vanter aujourd'hui. Mais les Wazalendo, et moi je l'ai toujours dit ici, lorsque Kagame retirera ses troupes au Congo, je vous dis que ce sera également la fin de ce qu'on appelle les M23, la fin de ce qu'on appelle l'AFC. Parce que ces gens-là n'ont pas de troupes. Et même s'ils peuvent en avoir, ils n'ont pas de technique de guerre. On ne peut pas ramasser les gens comme les Harimagi, les Magloire Panuku et les amener au front. Donc c'est les Rwandais qui sont en présence ici, qui se bat et qui occupe des territoires, des zones minières. Et toute l'exploitation qui se fait ici, ça passe par le Rwanda, ça passe également par l'Ouganda. Tous ces Congolais qui sont dans des rébellions ne bénéficient absolument rien. On les a juste promis certaines choses, avoir une belle maison à Kigali, à Kampala, et leur servir de ces refuges-là. Malheureusement, les Congolais, comme je l'étais en train de le dire, on a réussi à nous diviser, à nous manipuler, à nous instrumentaliser. Raison pour laquelle vous verrez qu'on veut congoliser cette agression en mettant en avant-plan les gens comme les Harimagi, les gens comme le Corneille Nanga, le Bertrand Bissimois, pour essayer de donner une connotation nationale d'une rébellion. Alors qu'en réalité, c'est une agression fabriquée, conçue par M. Kagame, qui fournit tout avec son frère Museveni. Et malheureusement, les Congolais qui sont là-dedans, et même nos institutions, n'ont pas la capacité de détecter cette manipulation, cette politique machiavélique de pouvoir toujours opposer les populations entre elles.
Et si Kagame aujourd'hui se donne le kilo de parler tout ce qu'il est en train de parler, c'est pas qu'il sait qu'en face, il n'aura pas une armée qui l'aura à les secouer. Et nous continuerons à faire foi à la diplomatie, alors qu'une bonne diplomatie n'existe pas tant qu'il n'y a pas une armée puissante. Donc on peut être bien bon dans les salons diplomatiques, mais si on n'est pas bon sur le terrain militaire, on aura toujours à avoir les résultats que nous avons aujourd'hui. Alors, vous êtes des milliers de Congolais qui nous suivez. Tozo Kendera Souka Yamana Kanabiso, Tozana Nakati Studio Nabiso, Christophe Mouissa, Boyali Ebele Banda Koloka, Loba Likambo, Oyezo Salema. Je rappelle juste à un Congolais, Oyazo Lukangai, Azo Landangai, na Okatanga, Azo Landangai, na Moneditu, mais également ba Congolais, Bazo Landabiso na Ouvira. Je rappelle à quelqu'un que Tshisekedi dialoba qui a wana interview na yeye na Lusako no ki alala kate likolo a problème ya ba Congolais. Il est maintenant temps que à agir. Ba Congolais ba lembi bitumbezo continuer d'ici et jour et nuit bitumbezo continuer sengeli ala mukasiko nenga la kate siko donc tout roya kozande insomnie Christophe Mouissa. Bon, aloba ki alala kate pour na ba problème ba Congolais. Il est de droit pour chaque chef d'État effectivement de veiller à ce parce que c'est ça même la mission régalienne d'un État. La protection de l'intégrité territoriale, la protection de ses citoyens, mais aussi l'assurance de ce mouvement d'aller et de retour. Donc partout où le Congolais doit se retrouver, il doit sentir qu'il y a un État qui est autour de lui, en train de le protéger, en train de le sécuriser, en toute dignité et en tout honneur. Présentement, c'est la dernière question avant de finir, parce que c'est la chaîne panafricaine. On ne saura pas que c'est limité en RDC, non seulement au Rwanda, non seulement au Kenya, au niveau de l'Ouganda, on ira un peu loin en Afrique pour comprendre ce qui se passe de l'autre côté. L'état que nous prenons la dernière question vis-à-vis de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Monsieur Christophe Mouissa, que doit faire aujourd'hui? Nous revenons encore pour piste de solution face à cette agression qui aujourd'hui semble prendre la lourdeur. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut au niveau national, au niveau provincial, au niveau local? Alors, au niveau interne, il faut d'abord qu'il y ait cette cohésion nationale. Parce que moi, quand je vois les discours... Parce que Kagame est sérieux, il faut voir la façon dont il... Avec arrogance, bon. Non, il est sérieux dans ses propos. Toutes les conditions, toutes les conséquences qui demandent l'action de l'État doivent être prises au sérieux. Et malheureusement, chez nous, nous traitons beaucoup de questions avec trop de légèreté. Et vous verrez que même qu'il soit question de Wazalendo, qu'il soit question de détournement des deniers publics, donc on les traite avec beaucoup de légèreté. Qu'il soit la question par exemple des aides humanitaires auprès de nos compatriotes, on les traite avec beaucoup de légèreté. Qu'est-ce que nous faisons? Parce que la menace pèse déjà. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord reconstruire ce qu'on appelle l'identité nationale. Que nous tous nous ayons cette cohésion, que nous tous nous puissions être solidaires et que nous puissions tous nous engager dans cette guerre. Avoir une même lecture par rapport à la question de la guerre. Parce que cette question de guerre n'a ni opposition ni majorité. C'est une question des Congolais qui se disent nous en avons marre, que nous voulons nous liguer tous derrière notre armée, derrière les institutions, en fait de remporter la guerre. Ça c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est cette bonne volonté, ou ce principe de prendre de très bonnes décisions de la part des institutions, pour se dire, voici le comportement que nous voulons adopter par rapport à la guerre. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez ce qui se passe à l'Est et ce qui se passe à l'Ouest, il y a une incompatibilité énorme. C'est comme le parallélisme des formes et des compétences qui n'a rien à voir avec une situation qui touche une partie du territoire. Ça fait 3 ans que nous sommes occupés, mais nous ne voyons aucune bonne volonté de pouvoir récupérer ces zones-là. Nous avons fait appel à la SADC, nous avons fait appel à la MONUSCO, à l'EAC, mais aujourd'hui on n'a pas de résultats. Donc les Wazalendou qui sont là, ils ont besoin d'un grand soutien. Il faut que nous puissions avoir même un budget spécial pour l'armée. S'il s'agira de réduire à moitié le budget des autres secteurs pour tout renforcer au niveau de la sécurité, aujourd'hui les Congolais devraient être prêts de faire ces sacrifices, de faire ces consensus, afin de doter tous les moyens nécessaires à cette armée, afin qu'elle gagne. Comme j'étais en train de vous le dire, le monde, la communauté internationale ne viendra jamais faire ce que les Congolais doivent faire. Parce qu'ils en profitent directement ou indirectement. Et nous devons avoir sur le plan diplomatique la possibilité de tracer toute la chaîne de responsabilités militaires, économiques et même des trafics d'armes et définir si même ce trafic de minerais est profitable à qui.
Est-ce que c'est seulement au Rwanda? Est-ce qu'il n'y a pas des sociétés multinationales qui gravitent autour de ces minéraux, autour de cette guerre? Et ça va nous permettre de nous liguer ensemble comme un peuple contre tout celui qui ira à l'encontre des intérêts congolais. Mais aujourd'hui, tellement que nous avons des problèmes de clivage de l'Est et de l'Ouest, nous avons des problèmes de détournement de fonds, le problème de la mauvaise gouvernance, le problème même de la non prise en charge des victimes de guerre. Et comment voulez-vous qu'aujourd'hui nous puissions nous mettre ensemble pour gagner cette guerre? Le discours parfois du président qui divise encore l'opinion davantage, alors que nous tous qui savions que l'agresseur c'était le Rwanda, c'était Kagame, on nous dit encore que c'est une insurrection au niveau interne, où il y a Kabila, il y a Lubaya, il y a les autres. Donc, nous devons être cohérents envers nous-mêmes avant de gagner cette guerre. Parce que la communauté internationale ne nous prendra pas non plus au sérieux lorsque nous changeons de discours matin, midi et soir. C'est-à-dire que nous ne sommes pas cohérents. Dans la question, nous sommes agressés par Rwanda, nous sommes agressés par Rwanda, on ne se limite pas là pour faire la menace extérieure. L'intérieur, on reviendra après. C'est notre problème, à nous on les réglera après. Parce que qu'il soit la question de Kabila, qu'il soit la question de Nanga, on va régler ça après. Ce sont des enfants du pays que nous aurons à discipliner selon les lois et la constitution de notre pays. Mais boutons d'abord hors d'état de nuire. Le M23 qui est soutenu par le Rwanda, l'ADF qui est soutenu par l'Ouganda, et pour le reste des problèmes, nous les résolverons nous-mêmes, sans pour autant attendre même l'action ou la mobilisation de la communauté internationale. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette émission sur Gueule Afrique Télévision. Vous êtes nombreux qui nous ont suivis, des Congolais, des Rwandais même qui nous suivent sur Gueule Afrique Télévision, qui se demandent pourquoi. C'est la dernière question. Est-ce qu'il y a des Rwandais qui regrettent aujourd'hui de la guerre que Paul Kagame impose aux Congolais? Est-ce qu'il y a des Rwandais qui regrettent aujourd'hui quelque chose déjà? Oui, certainement, beaucoup regrettent parce qu'en voyant même la géographie... Qui regrettent sincèrement, pas l'hypocrisie. Je vous dis qu'ils regrettent. Parce que même ceux-là qui ont conduit Kagame au pouvoir aujourd'hui, eux aussi regrettent. Pourquoi? Parce que vous savez que nous sommes dans une région où il y a ce qu'on appelle la diversité culturelle, c'est-à-dire il y a des communautés congolaises dont les dialectes qu'on parle sont à la fois au Congo et à la fois en RDC, au Burundi également. C'est-à-dire aujourd'hui, cette cohésion de communautés est mise à mal par M. Kagame. Et malheureusement, ce sont des petits peuples qui continuent à en souffrir. Et le Rwanda, qui est un pays qui n'a pas assez de ressources minières, c'est un pays parasite qui ne vivait qu'aux dépens des autres pays. Mais aujourd'hui, peut-être ces Rwandais-là, qui habitent Ruengeri, qui habitent Busanza, qui habitent au niveau de Gisenyi, ici dans les Rubavu, n'ont plus la possibilité de bien coopérer avec les Congolais. Pourquoi? Parce que par la simple volonté d'un individu, M. Kagame, ils n'ont plus la possibilité de venir vaquer ou de faire ce qu'on appelle des commerces transfrontaliers avec les autres peuples. Et malheureusement, ça met à mal la sous-région, parce que certains Rwandais avaient été expulsés en 2013 au niveau de la Tanzanie. Le Rwanda, où M. Kagame a été soupçonné dans la guerre au niveau de l'Éthiopie, avec les conflits au niveau de la province des Tigres, au niveau de l'Éthiopie. Donc aujourd'hui, Kagame est considéré comme ce président-là qui ne peut pas vivre sans insécurité dans d'autres pays. Parce que son influence aujourd'hui, comme il est devenu président, passant par des rébellions, en train de verser le sang de ses compatriotes, en tout cas lui il ne vit pas mieux sans avoir le sang des autres peuples continue à couler. Raison pour laquelle je demande à tous les peuples de la sous-région, surtout nous la jeunesse, que ce soit du Rwanda, du Congo, du Burundi et de toute la sous-région, de nous liguer pour nous débarrasser de tous les présidents dictateurs, tous les présidents machiavéliques manipulés par la communauté internationale, en fait de développer une nouvelle stratégie politique et de propulser cette nouvelle génération. Parce que si nous ne le faisons pas, ces vieux qui sont là vont nous léguer une génération conflictuelle, une gouvernance conflictuelle, et au lieu de jeter les ponts pour développer notre sous-région, on va ériger des murs qui vont nous séparer éternellement, et peut-être ça ne sera pas profitable à d'autres générations. Une chose que vous évitez aujourd'hui. Nous évitons cela et nous continuons à nous battre pour que la jeunesse rwandaise comprenne également qu'ils sont pris en otage, qu'ils vivent en captivité avec la mauvaise politique de Kagame, et que nous devons nous en débarrasser pour que nous puissions repartir à zéro avec de nouvelles bases de convivialité, de fraternité, mais aussi ce qui pourrait nous permettre encore de nous développer davantage. Gueule Afrique Télévision, nous sommes fiers de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs qui nous ont suivis à ces jours
C'était Christophe Mouissa qui était notre invité, un panafricain, un citoyen congolais, analyste indépendant. Avec lui, on a discuté un peu de ce discours de Paul Kagame concernant la présence des militaires rwandais sur les sols congolais. Partagez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification, les dames et messieurs. Monsieur Christophe, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir répondu à nos questions. Ça nous touche fort de voir que vous aviez répondu. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonne journée chez vous. J'étais Youssouf Kibingela David. On se fixe un nouveau rendez-vous à la prochaine sur Gay l'Afrique Télévision pour d'autres actualités.